Donc, on va continuer. On a traité jusqu'à présent les deux cas extrêmes, la concurrence pure et parfaite et les marchés de monopole. Dans cette séance, on va continuer avec le monopole discriminant. C'est un monopole, mais il va discriminer, discriminant. Alors, jusqu'à présent, lorsqu'on a traité le cas du monopole, on a supposé que le monopoleur vend un produit à un prix unique. Je vais essayer de synthétiser le marché de monopole discriminant et après on va voir avec un document que je vais vous remettre, que je vais joindre sur la plateforme qui vous permettra donc de compléter votre formation et je vais essayer de l'expliquer doucement pour vous faciliter la tâche. Alors, dans le cas d'un monopole, nous avons supposé que le monopoleur vend son produit à un prix unique. Il y a un seul prix qui est plus ou moins imposé par le monopoleur. Nous avons vu comment les différentes situations auxquelles est confronté ce monopoleur. Et donc, lorsqu'il y a un seul prix qui se fixe sur le marché, cela suppose quoi? Cela suppose que les acheteurs qui sont disposés à payer plus que le prix fixé sur le marché bénéficient d'un surplus de consommation. Donc, automatiquement, cela suppose qu'il y a une rente de consommation ou un surplus de consommation. Comment cela? Supposons que le prix qui est fixé s'établit à 5 dirhams et que sur le marché, il y a des acheteurs qui seraient disposés à acheter à 7 dirhams. Le fait qu'ils sont prêts à acheter le produit à 7 dirhams et qu'ils paient 5 dirhams, en fait, ils bénéficient d'un surplus, on va l'appeler comme ça, ou d'une rente de consommation. C'est une rente de consommation. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le monopoleur? Il peut confisquer cette rente. Il peut confisquer cette rente et récupérer la différence de prix qu'une catégorie des consommateurs est disposée à payer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sectionner, partager le marché. Alors, il a un marché et puis ceux qui sont disposés à vendre à 5 dirhams et ils n'achèteront pas au-delà de ce prix. Et il y a une catégorie qui est prête à vendre à 7 dirhams, acheter, à 7 dirhams. Donc en fait, on va avoir deux marchés où le prix, il y a un marché 1, où le prix va s'établir à 5 dirhams, et il y a un marché 2, où le prix va s'établir à 7 dirhams. Et donc, il leur confisque, il leur retire la rente qu'ils bénéficiaient, cette catégorie, lorsqu'elle payait 5 dirhams. Donc, il va confisquer la rente. Donc, voilà le principe d'une discrimination par le prix, ça va de soi. Il y a une discrimination par le prix où tout simplement le monopoleur confisque. Alors, pour confisquer, le monopoleur, il va jouer sur quoi? Il y a un élément essentiel que nous trouvons d'ailleurs
au fur et à mesure de l'étude des différents marchés. Donc le monopoleur va jouer sur un élément essentiel pour récupérer, pour confisquer la rente de consommation. Il va jouer sur l'élasticité de la demande. Donc il va observer, calculer l'élasticité de la demande par rapport au prix, et donc il va voir ceux qui ont une élasticité plus importante et ceux qui ont une élasticité rigide. Donc il va jouer sur les différences des élasticités de la demande de chaque catégorie. Il faut que ces marchés soient séparés. Les marchés ne doivent pas communiquer. Ça va de soi. Si les marchés communiquent, qu'est-ce qui se passe? Certains vont acheter sur ce marché et effectuer une revente sur l'autre marché. Et ce ne sera pas le monopoleur qui va confisquer cette rente. Donc les marchés d'abord sont séparés et les marchés ne communiquent pas. Je vais doucement pour vous permettre de suivre avec le document. Alors, on peut distinguer des conditions temporelles de discrimination par les prix dans le temps. Par exemple, on peut avoir un prix de l'électricité de jour et un prix d'électricité le soir. Ou par exemple, le prix à l'époque, lorsqu'il y avait des cinémas, il y avait un prix pour la semaine et un prix pour le week-end. Donc, il y a un certain nombre de conditions temporelles qui vont permettre d'exercer cette discrimination par les prix. Il y a également des conditions géographiques. Deuxième élément, ce n'est pas difficile. Donc, alors, je peux pratiquer une discrimination par le prix. Par exemple, il peut y avoir des droits de douane qui vont augmenter le prix par rapport à, notamment au niveau du commerce extérieur, ce qui fait que nous allons vendre pour un espace géographique spécifique à un prix relativement élevé et pour un autre espace relativement moins élevé. Il peut y avoir également des conditions socio-économiques. On peut appliquer une différenciation par le prix fondée sur une différence de revenus. Il y a un élément essentiel. Il y a discrimination au sens strict du mot pour un produit homogène, pour le même produit. La discrimination ne peut s'appliquer que pour le même produit. Ce n'est pas une différence de coût qui va justifier la discrimination. Elle n'aurait de sens que si on a le même produit. Cette discrimination peut être renforcée. Elle peut être renforcée notamment, c'est ce qu'on a dit à l'époque, notamment par la création de la marque. La marque et la sous-marque, j'en ai déjà parlé, donc vous savez de quoi je parle. Créer une marque et une sous-marque pour le même produit, ce qui permettrait d'établir deux prix différents sur les deux marchés. Alors, l'entreprise ne peut augmenter son profit en pratiquant la discrimination par les prix que si l'élasticité prix de la demande est différente. Il y aura une élasticité ici, élasticité 1, une élasticité 2. Donc, il joue sur la différence des élasticités des différents marchés. Alors, on a deux marchés. On a un marché 1, P1. On a un marché 2, P2. Il y a deux prix, donc on sait que il y aura donc une recette totale 1, il y aura une recette totale 2. Une recette totale 1, bien sûr, il y a un prix P1, il y aura une quantité Q1.
qui sera vendu sur le marché 1. Il y aura un prix P2 avec une quantité Q2 vendue sur le marché 2. Il y aura deux recettes, recette totale 1, prix fois quantité, P1Q1, et il y aura une recette totale 2, P2Q2. La quantité totale sur le marché, non pas sur le marché 1, non pas sur le marché 2, mais sur le marché. Sur le marché, qu'est-ce qu'on va vendre? Il y aura une quantité Q1 plus la quantité Q2. On va vendre donc les deux quantités dans le marché global. Le marché 1, on va vendre Q1. Le marché 2, on va vendre Q2. Sur tout le marché, on va vendre Q1 plus Q2. Donc, le coût total, il dépend de quoi? Il dépend des deux quantités. Donc, on aura un coût total fonction de la quantité. Étant donné que la quantité sur le marché est égale à Q1 plus Q2, donc on aura un coût total qui est dépendant de Q1 plus Q2. La recette totale, elle dépend donc bien évidemment de Q1. La recette sur le marché 1 dépend de Q1. La recette sur le marché dépend de Q2, mais le coût total, ça va de soi, c'est un coût total de toute la quantité qui est vendue, puisqu'on suppose qu'il va produire son bien dans une usine, donc le coût dépend des conditions de production de toute la quantité. Alors le profit, ça va de soi, il est égal à quoi? Il est égal à recette totale moins coût total, la recette totale moins coût total. La recette totale, elle est égale à quoi? Elle est égale à recette totale 1 plus recette totale 2. On a deux recettes dans la recette totale. Par contre, le coût total, on a un seul coût total qui dépend de la quantité Q1 plus Q2. Et donc, on peut changer P1Q1 plus P2Q2 moins coût total Q1 plus Q2. Nous sommes dans le cadre d'une école néoclassique. La rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. Elle est au service de l'égoïsme et de l'hédonisme. Et donc, l'entreprise, le producteur, cherche à maximiser son profit. Donc, l'objectif retenu, c'est un objectif de maximisation de profit. Maintenant, vous savez qu'il faut deux conditions pour établir un maximum. Nous avons la condition nécessaire et la condition suffisante. La condition nécessaire est déterminée par la dérivée première. La condition suffisante est déterminée par la dérivée seconde. La dérivée première ne va pas poser de problème, donc on va dériver, puisqu'il y a deux marchés, on va dériver le profit par rapport à Q1 égale à 0, et on va dériver le profit par rapport à Q2 égale à 0. Puisque c'est deux marchés séparés. Lorsqu'on va dériver par rapport à Q1, on voit que par rapport à la recette 2, nous n'avons pas de Q1, donc elle n'est pas concernée. Le marché 2, lorsqu'on dérive par rapport à la quantité 1, on va sur le marché où nous produisons la quantité Q1. Donc, c'est la dérivée de la recette totale 1, donc c'est la dérivée de P1Q1. Donc, c'est la somme des dérivés, c'est la dérivée de tout ça. Donc, c'est recette totale 1, ne brûlons pas les étapes, plus recette totale 2, moins coût total. Coût total, fonction de Q1 plus Q2. Voilà, donc tout ça, dérivé. On sait que la somme des dérivés, ou la dérivée plutôt de la somme
est égal à la somme des dérivés. On verra pour le marché dans sa totalité. Et donc, on va avoir ici recette totale 1 dérivé plus recette totale 2 dérivés moins coût total dérivé. Alors, recette totale 1 dérivé, oui, elle nous intéresse. Recette totale 1 dérivé, puisqu'on a P1, Q1. Recette totale 2, elle ne nous intéresse pas, il n'y a pas de Q1. Il n'y a pas de Q1, donc égal à 0, moins le coût total dérivé. Q1 plus Q2 égal à 0. Donc, cela nous donne quoi? Cela nous donne recette marginale 1 sur le marché 1, moins le coût marginal, puisque c'est un coût total, égal à 0. Donc, on aura recette marginale 1 égale coût marginal. Voilà. Première condition. Deuxième élément, c'est la dérivée par rapport à Q2. Lorsque je dérive par rapport à Q2, ça va de soi, donc je vais dériver tout ça par rapport à Q2. Je vais dériver donc tout ça, c'est la même chose, donc c'est ça. Mais dérivé par rapport à Q2. Alors, lorsque je dérive par rapport à Q2, ne pose pas de problème. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivés. Donc, cela me donne recette totale 1 dérivée plus recette totale 2 dérivée moins coût total dérivé, n'est-ce pas, égal à 0. Recette totale 1, elle ne nous intéresse pas, puisqu'on est en train de dériver par rapport à Q2. La première fois, on a dérivé par rapport à Q1, on a trouvé cette relation. Maintenant, on est en train de dériver par rapport à Q2. Et dans Q2, ça va de soi, il n'y a pas, c'est le marché 2, donc le marché 1 ne nous intéresse pas. Donc, on aura recette marginale 2 moins coût marginal, pareil, c'est un coût total, égal à 0. Ce qui me donne recette marginale 2 égale coût marginal. Voilà. Sur le premier marché, recette marginale, ça ne pose aucun problème. Lorsqu'on a une application numérique, ça ne pose aucun problème. Vous avez vos données, vous avez le prix, vous avez la quantité, vous posez votre profit recette totale moins coût total, vous éclatez les deux marchés. Recette totale, il y a deux recettes dans la recette totale sur le marché 1 et recette totale sur le marché 2. Recette totale sur le marché 1, c'est P1 fois Q1, ça va de soi. Et recette totale sur le marché 2, c'est P2, Q2. On a vu, il y a un prix P1 sur le marché 1 et une quantité Q1 sur le marché 1. Et il y a un prix P2, deux prix différents. Et ça va de soi, ce n'est pas les mêmes quantités qui sont vendues sur le marché. Et on va dériver par rapport à chaque marché. On dérive par rapport à Q1. Ça va de soi, le deuxième marché ne nous intéresse pas, donc on ne va pas trouver la recette totale 2, ça ne nous intéresse pas. Donc on va trouver recette marginale 1 est égale au coût marginal. Deuxièmement, on va dériver par rapport à Q2. Si je dérive par rapport à Q2, je suis dans le marché 2, donc les recettes totales du marché 1 ne m'intéressent pas. Donc, recette totale du marché 1 ne m'intéresse pas. Donc, il me reste recette totale 2 et le coût total. Donc, je trouverai finalement une recette marginale 2 et j'aurai deux relations. Donc, automatiquement, j'en déduis d'ici, puisque recette marginale égale coût marginal, recette marginale égale coût marginal. Nous avons le même coût marginal. Donc, recette marginale 1 égale recette marginale 2 égale coût marginal. Et puis, nous savons que on a la quantité Q, on a dit, est égale à
Q1 plus Q2. Donc, nous pouvons directement établir dérivée par rapport à là, parce que nous avons simplement éclaté la recette totale, mais nous pouvons, cette recette totale, c'est la même que recette totale 1 et recette totale 2, c'est la même chose. Nous pouvons garder recette totale moins coût total, c'est la même chose que recette totale 1 plus recette totale 2 moins coût total. C'est la même de dire recette totale globale moins coût total. Donc, si je dérive par rapport aux recettes totales, je dérive par rapport à la dérivée du profit par rapport à la quantité globale, qui est égale à 0. Cela me donne recette totale moins coût total, recette totale moins coût total dérivé. Voilà, on va dériver tout ça. Donc, cela me donne recette totale dérivée moins coût total dérivé. Donc, cela me donne recette égale à 0, ça va de soi. Donc, cela me donne recette marginale égale coût marginal. Je trouve une nouvelle relation. La nouvelle relation, elle est là. Recette marginale égale coût marginal. Or, nous avons coût marginal égale recette marginale globale, mais le coût marginal, il est également égal à recette marginale 1 plus recette marginale 2. Donc, je peux écrire ici, voilà, les conditions d'équilibre y sont établies. Nous les avons là en face. Je prends que les éléments qui m'intéressent. J'ai donc recette marginale 1, voilà, recette marginale 1 égale recette marginale 2 égale coût marginal égale recette marginale. Le coût marginal, il est aussi égal à la recette marginale globale. Voilà la condition d'équilibre dans un marché discriminant. La relation recette marginale, cette relation recette marginale égale coût marginal, elle me donne les conditions d'équilibre du marché. Donc, elle me donne en fait le niveau de production globale. Pour calculer le volume de production globale, c'est-à-dire la quantité Q, puisque recette marginale, la dérivée de la recette totale. Le coût marginal, c'est la dérivée du coût total, donc du marché où il y a deux sous-marchés, marché 1 et marché 2. Donc, elle nous donne le volume de production globale optimale et recette marginale 1 égale coût marginal et recette marginale 2 égale coût marginal, elle me donne les conditions d'équilibre sur chaque marché. Donc, sur le marché 1, sur le marché 2. Vous voyez, il suffit simplement de poser le programme de maximisation du profit, recette totale moins coût total. Si vous raisonnez au niveau de tout le marché, recette totale moins coût total, avec la quantité globale grand Q, donc vous auriez le volume de production global. Si on vous demande de calculer le volume de production global, c'est recette marginale moins coût est égal coût marginal. Mais si on vous demande de déterminer les prix et les quantités et le profit de chaque marché, vous, en dérivant le profit recette totale 1 plus recette totale 2, vous allez trouver ces relations et donc vous pouvez déduire les quantités, les prix et les profits relatifs à chaque marché. Donc, vous voyez, c'est... Alors maintenant, ça va de soi, lorsque on veut parler on va faire un exercice simple, la seule nuance, là, il faut être vigilant, c'est la dérivée seconde dans un marché discriminant. Vous avez remarqué que j'ai dit le volume de production global optimal, alors que l'objectif, c'est normalement, nous sommes toujours dans le cadre de l'école néoclassique, l'objectif est un objectif de maximisation de profit.
Vous avez vu que je n'ai pas parlé de la dérivée seconde, la condition suffisante, parce que c'est un modèle particulier. La dérivée, elle se calcule différemment. Ce n'est pas difficile, mais elle se calcule différemment. Je vais vous montrer comment tout de suite. Donc, obligé de déterminer la condition nécessaire et suffisante. Alors, la discrimination, il y aurait trois types de discrimination. Un monopole discriminant, mais il y aurait 3 degrés, 3 niveaux de discrimination. 3 niveaux, donc, de discrimination. Je vous invite, bien évidemment, à compléter, à s'initier. Vous avez suffisamment de manuels ou via les leçons dispensées sur l'Internet, vous avez suffisamment de documents qui traitent des 3 niveaux. Malheureusement, nous, on traite un seul niveau, donc vous pouvez compléter l'étude de ce marché. Alors, 3 niveaux de discrimination. Nous avons une discrimination de premier degré, une discrimination de deuxième degré, et une discrimination de 3e degré. La discrimination de premier degré, c'est la discrimination parfaite. Ça veut dire l'entreprise, le producteur, connaît tout du consommateur. Il connaît tout du consommateur. Alors, s'il connaît tout de chaque consommateur, il peut donc pratiquer un prix par rapport à chaque consommateur. Il a toutes les informations sur chaque consommateur. Et donc, je lui demande un prix. Je demande un prix à chaque consommateur, le prix max que chaque consommateur est disposé à payer. D'accord? Donc, l'entreprise connaît à toutes les informations sur tous les consommateurs et par conséquent, hop, elle va demander le prix max que chaque consommateur est prêt à payer. Pour le consommateur 1, je lui pratique un prix 1. Pour le consommateur 2, je lui pratique un prix 2. Etc. Le consommateur N, je lui pratique un prix N. Ça, c'est l'idéal. Nous avons toutes les informations sur tous les consommateurs. Vous comprenez pourquoi la collecte de l'information sur l'Internet est très importante. Et il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans la collecte de cette information. Chaque fois que vous rentrez sur l'Internet, que vous effectuez une transaction quelconque sur l'Internet, vous êtes repéré, vous êtes identifié, et donc on va étudier votre comportement, on va étudier vos actes d'achat ou vos actes de vente, et donc on va vous cataloguer, et après on vend ces catalogues aux entreprises parce qu'ils savent qu'ils peuvent pratiquer la discrimination par les prix, et ces catalogues, ça se vend très cher. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, cela a fait scandale sur l'Internet si vous suivez les informations. Alors, deuxième discrimination, deuxième degré, c'est, on va dire, la discrimination malgré tout. Je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour discriminer, surtout les consommateurs. Donc, l'entreprise connaît les différences. Elle sait qu'il y a des différences entre les consommateurs. Il y a des différences. Mais je n'arrive pas à identifier chaque consommateur dans son comportement. Je donnerai tout simplement l'exemple de Tissalat, Inouï, et donc les 3 opérateurs sur le marché. Ils sont dans ce cas-là. Ils savent qu'il y a les consommateurs sont différents dans leur comportement, mais on a du mal à identifier ces différents consommateurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur propose un package.
je propose donc un package. Un package prix-quantité. C'est ce qu'ils font Tisalat, par exemple, ou Inouï, ou les opérateurs sur les marchés. Ils vous proposent un prix, une quantité, donc un package, et c'est les consommateurs qui vont s'identifier. Il y a une auto-identification des consommateurs. C'est-à-dire, cet opérateur, il va offrir ce package, PXQX. Un autre opérateur, il va offrir par exemple un autre package, PYQY. Et donc, le consommateur lui-même, il choisira ce package ou ce package, selon ses préférences. Donc, il y a une autosélection, c'est les consommateurs qui s'autosélectionnent. Et puis, il y a la discrimination de troisième degré. Ça, c'est une discrimination par groupe. Ça veut dire que par âge, par exemple, par genre, les hommes, les femmes, donc par catégorie, peu importe lesquelles, par pays, par exemple, par région, peu importe. Donc, il y a plusieurs types et plusieurs façons de cataloguer. Et donc, il y aura un prix par groupe. Par exemple, un prix par groupe d'âge. Voilà, je prends le document que je vais vous mettre sur la plateforme. Il y a avant, il y a 2 exercices sur le monopole. Nous avons déjà traité un exercice. Et puis, par la suite, vous avez notre monopole discriminant. Je vais essayer de feuilleter rapidement, simplement pour vous faciliter la tâche de la lecture. Alors, nous avons dit que le monopoleur joue sur les différences des élasticités. Là, il y a une différence des élasticités. Voilà, le monopoleur joue alors sur les différences des élasticités de chaque clientèle. D'une façon générale, elle peut augmenter, nous l'avons dit, son profit par la discrimination sur les élasticités prix pour un même produit. Voilà. Diffère d'un marché à un autre. Donc, il faut qu'il y ait une différence d'élasticité. Nous l'avons dit que nous distinguons des conditions temporelles, nous distinguons des conditions géographiques. On peut renforcer la discrimination par la création d'une marque et de sous-marques, nous l'avons dit. Alors, les fondements des politiques de discrimination. Alors, tout ça, c'est de la bonne lecture. Il peut augmenter son profit en vendant seulement les quantités supplémentaires parce que le monopoleur, il peut subir une perte d'efficacité. Il peut ne pas être efficace. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, il tient compte de la demande sur le marché. Rappelez-vous, il y a la contrainte de la demande. Il est souverain, mais il ne va pas pratiquer n'importe quel prix. Sinon, il risque d'être sanctionné s'il ne tient pas compte, ne serait-ce que la demande va baisser. Donc, il tient compte de la réaction de la demande. Et donc, le monopoleur est amené d'une façon ou d'une autre à produire moins que la concurrence. Ça, c'est la contrainte liée à la réaction de la demande. Pourquoi? Parce que s'il augmente l'offre, tout simplement, cela va entraîner, le monopoleur anticipe qu'une augmentation de l'offre risque de faire baisser le prix de sa production et donc de réduire le profit. Donc là, il y a une contrainte de la demande. Puisque la demande, elle est là, je dois tenir compte de la demande qui existe sur le marché. Si j'augmente l'offre, vu la demande sur le marché, risque de baisser le prix et risque donc de baisser le profit. Alors, c'est une situation qui serait inefficace. Pourquoi? Parce que parmi ces demandeurs, parmi ces consommateurs, il y aurait une catégorie qui serait prête à payer plus cher que le prix qui est fixé par le monopoleur.
Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour augmenter l'efficacité, pour améliorer l'efficacité? Il peut discriminer. D'accord? Alors, c'est des auteurs. Je vous ai mis ici un certain nombre d'auteurs, notamment Pigou, Robinson. Alors, les conditions de discrimination, très importantes, j'en ai parlé. Si on vous pose la question de quelles sont les conditions nécessaires pour pratiquer la discrimination, il doit d'abord être capable de segmenter le marché. Ça va de soi. S'il n'est pas capable d'identifier les différents consommateurs, les différentes catégories sur le marché, il ne peut pas discriminer. Est-ce qu'il est capable de discriminer? Deuxièmement, le pouvoir du monopole. Le pouvoir de monopole est très important. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir. Nous avons vu le pouvoir de monopole qui nous est donné notamment par la formule de Lerner. Rappelez-vous, vous l'avez déjà. Donc, on aurait d'abord le pouvoir de marché. Et ça va de soi, c'est un produit qui est homogène, ce n'est pas des produits qui sont différenciés, c'est le même produit, mais je le vends à deux prix différents. Ce n'est pas une différence de coût qui est à l'origine des différences de prix. Donc, le produit est homogène et ça va de soi, c'est l'élasticité est différente. L'élasticité prix de la demande et ça va de soi, c'est des marchés qui sont isolés, c'est des marchés qui ne communiquent pas. Si les marchés communiquent, on va savoir que dans ce marché c'est moins cher, dans l'autre marché c'est plus cher et donc je peux acheter, des intermédiaires peuvent acheter sur ce marché et vendre sur un autre marché plus élevé. Donc voilà, nous avons un certain nombre d'éléments qui sont cités ici. Donc le pouvoir du monopole, voilà, je reprends, le pouvoir de marché, l'homogénéité du produit, l'élasticité, la différence des élasticités, l'absence de transfert, etc. Donc, j'en ai énuméré ici un certain nombre. Alors, on reprend. Donc, si on vous pose la question sur les conditions d'élasticité, vous avez tout un passage ici qui traite, voilà. Je précise ici, ces conditions sont en fait en nombre de 3. Elle doit être capable de distinguer les différentes catégories, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, selon leur propension à payer le bien, ça c'est la première chose. Donc, il est capable de distinguer entre les consommateurs selon cette propension à payer le bien, selon leur consommation. Donc, c'est la discrimination de second degré par catégorie. Hein, on a donné l'exemple des opérateurs sur le marché. Donc, on leur offre des packages, on va compléter. Et selon les catégories auxquelles appartiennent les consommateurs. Ça, c'est la discrimination de troisième degré. Nous avons dit c'est une discrimination selon l'âge, par exemple, par catégorie, par groupe. Donc, il y a autant de prix que de groupes, selon l'âge, selon le genre, femme, homme, selon les régions, selon les pays, etc. Donc, ça, c'est la discrimination de troisième degré. Alors, nous avons ici une définition de la discrimination qui nous est donnée par Pigou. Donc, c'est lui qui va établir d'ailleurs ces 3 conditions. Il nous dit la discrimination par le prix repose sur 3 conditions importantes, l'élasticité, l'existence d'un pouvoir, l'homogénéité. Et donc, parce qu'il doit égaliser ses recettes marginales sur le marché 1, recettes marginales sur le marché 2, donc ils doivent être égales. Donc, qu'est-ce qu'il fait le monopoleur? Il raréfie, il réduit l'offre sur les marchés, ça va de soi, où l'élasticité de la demande est faible. Il applique 2 prix, il applique une politique de prix élevée sur le marché où la demande est rigide. Même si le prix augmente, la demande ne baisse pas. Rappelez-vous, on achète à 5 dirhams, il constate qu'il y a le prix initialement du monopole était 5 dirhams, mais il y en avait certains qui sont prêts à acheter à 7 dirhams. Et l'élasticité de la demande est plus ou moins rigide. C'est-à-dire que même si j'augmente le prix, là j'ai augmenté le prix, eh bien la demande ne baisse pas. La demande n'a pas baissé,
la demande ne baisse pas, s'il y a cette rigidité, si quand j'augmente le prix, la demande ne baisse pas, donc je pratique une politique de prix élevée, j'augmente le prix. Ça va de soi. Si quand j'augmente le prix, je vois que la demande baisse, donc il y a une sensibilité de la demande à une variation de prix, ça va de soi, je pratique une politique de prix faible. Donc ça va de soi, tout dépend de l'élasticité de la demande, ce passage est important, il nous intéresse. Alors les différents types de discrimination, c'est ce que nous avons dit. Il y a la discrimination parfaite, c'est la discrimination de premier degré, où il y a une appropriation totale, il va s'approprier de chaque... Il n'y a plus de surplus collectif, tout le surplus collectif il y a une expropriation, il s'approprie, il récupère, il confisque le surplus des consommateurs, la totalité des surplus de consommateurs. Discrimination de deuxième degré, nous l'avons dit, vous avez même ici un exemple, et la discrimination de troisième degré, la discrimination de troisième degré par groupe, rappelez-vous, on a dit par groupe ou par... alors, nous allons faire un exercice. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? C'est des examens. Tous les planches que je vous communique, c'est des examens. Donc, ça vous donnera une idée sur une illustration des examens que pose le professeur El Arabi. Donc, un monopole vend un bien sur deux marchés. Ah, un monopole. Voilà, c'est un monopole. Il vend un bien sur deux marchés. Voilà. C'est bien un monopole. Deux marchés, marché 1, marché 2, pour un prix P. La demande sur le marché 1 est Q1 et la demande sur le marché 2, marché 1, marché 2, nous avons les demandes. La fonction de coût total est donnée aussi, Q carré est égal à UQ carré. Soit P1, P2, les prix respectifs sur le marché 1 et P2, le prix sur le marché 2. Comme toujours, on va vous demander de calculer les prix d'équilibre, ça va de soi, les quantités d'équilibre et le profit du monopoleur. D'accord? Alors, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'il y a... je vois ici, attention, conceptualisation. Pas de directement des mathématiques. Nous sommes dans le cas d'un monopole discriminant. Voilà, un marché 1 et un marché 2. Deux marchés. Travaillez de cette façon, comme ça vous partagez la page en deux. Sur la droite, marché 1, sur la gauche, marché 2, et vous suivez le même raisonnement. C'est-à-dire, ce que vous mettez là, vous le mettez en face, ça vous permettra de visualiser. Donc, nous aurions sur le marché 1, Q1. Alors, de toute façon, nous avons vu l'exercice. Hein. Nous allons prendre les données, moins P plus 7, moins 2P plus 18 et Q carré. Alors, nous avons l'énoncé, donc deux marchés. La demande, je vais écrire en blanc maintenant, demande sur le marché 1. Elle nous a été donnée par Q1, est égal, on a dit, moins P plus 7. Demande sur le marché 2, on va sur le marché 2, Q2, on a dit moins 2P plus 18. Hein, si ma mémoire est bonne. Et bien évidemment, je mettrai le coût total, c'est un seul coût en fonction de Q1 plus Q2, nous l'avons dit, il est égal à Q carré. Et il nous demande de calculer le prix, les quantités d'équilibre et le profit par le monopole. Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord une légère présentation du monopole discriminant. Légère.
Nous sommes dans le cadre d'un monopole discriminant. 3 phrases, un peu plus, un peu moins, ce que vous pensez, une description du marché. Et puis, vous me dites, nous sommes dans le cadre de l'école néoclassique. La rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. L'objectif de l'entrepreneur ou de l'entreprise est de maximiser son profit. On pose l'objectif, parce que quand vous allez continuer vos études, on va être confronté à d'autres objectifs que celui de la maximisation de profit. Mais à notre niveau, nous cherchons à maximiser un profit. Et le reste, ça ne pose pas de problème. Nous avons le profit, c'est quoi? Le profit, c'est recette totale 1 sur le marché 1, plus recette totale 2 sur le marché 2, moins le coût total qui, lui, il dépend de la quantité Q1 plus la quantité Q2. Aucun problème. Et à partir de là, pas de problème. P1, Q1, recette totale 1, recette totale 1, c'est P1, Q1, recette totale 2, c'est P2, Q2. Le reste ne poserait aucun problème. Vous avez bien présenté le marché. On n'est pas censé vous dire que nous sommes dans un monopole discriminant. Vous avez bien posé le problème. Maintenant, la résolution ne pose pas de problème. Il suffit simplement de dériver. On peut changer, si vous voulez, directement. Ou bien, on va changer Q1. On a Q1 et Q2. Donc, vous avez posé votre programme. Donc, le profit est égal P1 Q1 plus P2 Q2 moins, voilà, hop, moins Q carré, et Q c'est Q1 plus Q2. Donc Q carré, donc c'est Q1 plus Q2 au carré. Alors, nous n'allons pas multiplier les prix par les quantités. Donc ici, je dégage d'ici, je dégage les de chaque fonction. Donc on aura P est égal, je fais passer le prix de l'autre côté et je fais passer la quantité de l'autre côté. Cela donne moins Q1 plus 7. Et ici, ça va me donner, je fais passer les moins de P, donc j'aurai moins de P est égal à moins Q plus 18, et je divise par 2, donc moins 1 demi Q, il ne faut pas qu'on se trompe, plus 9. Voilà, P2. Il ne faut pas que je me trompe, hein, c'est bien ça, alors on va voir. Moins 1 demi Q plus 9. Donc, c'est bon. Alors ici, donc, j'ai le prix P1. Voilà, P1 est égal, P2 est égal. Et donc, attention là, ne commettez pas l'erreur. Attention. Ne commettez pas l'erreur lorsque vous arrivez à ce niveau-là, parce qu'on vous a donné la fonction de demande, vous allez laisser le prix P1 et vous multipliez par le prix. Vous changez la quantité ici et la quantité ici, vous allez la changer directement. Vous allez avoir un problème au niveau des multiplications par les prix. Donc, je dégage de la fonction de demande la fonction de demande inverse. Je dégage de la fonction de demande la fonction de demande inverse. J'ai les prix, j'ai mes prix. Donc, j'ai le P1. Je l'ai, voilà, est égal à moins Q1 plus 7. Voilà, ça c'est P1 que je multiplie par Q1. Attention, là j'attire votre attention sur cet élément, sur cet aspect de la question. Les étudiants ont souvent tendance, parce qu'on leur donne la quantité, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient le prix directement par la quantité et ils se trouvent brouillés à multiplier les prix, etc. Et donc ça va, à la fin, ils ne trouveront aucun résultat. De même ici, voilà, ça c'est premier élément. Voilà. Plus
P2, nous l'avons trouvé. Donc, c'est moins 1 demi Q2 plus 9 que je multiplie par Q2. Voilà. Donc, là aussi, nous l'avons, notre deuxième élément. Et puis, Q1 plus Q2 au carré. Donc là, nous avons les éléments nécessaires. Donc, nous avons dans un premier temps, voilà, P1, Q1, mais j'ai cherché le P1, je n'ai pas gardé le P1 et j'ai multiplié par Q1. Non, j'ai dégagé la fonction de demande inverse. Voilà, c'est ce prix, je le trouve en fonction de la quantité. Puis ce prix 2, je le trouve en fonction de la quantité, pareil. Et puis nous avons un prix, voilà, un coût, pardon. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire jouer les couleurs si ça peut vous aider. Voilà. Voilà. Là, nous avons nos quantités Q1, Q2. Et il s'agit de dériver. Nous avons dit que lorsqu'on va dériver le profit par rapport à Q1, regardez, Q1 ne se trouve qu'au niveau de la recette totale 1. Ça va de soi, sur le marché 2, il y a la quantité Q2. Regardez, il n'y a pas de Q1. Donc, lorsque je vais dériver le profit par rapport à Q1, automatiquement, lorsque je dérive le profit, maintenant, c'est une question de calcul. Je dérive le profit par rapport à Q1. Tout cet élément ne m'intéresse pas. Recette totale 2 ne m'intéresse pas. En fait, je vais trouver recette marginale 1. Je vais trouver recette marginale 1. Donc, je vais dériver cet élément-là. Moins, ça va me donner moins Q carré. Je multiplie terme à terme. Moins Q1 carré plus 7Q1. Donc, je vais dériver par rapport à Q1. Voilà, je dérive cet élément par rapport à Q1. Donc, ça me donne moins 2Q1 plus 7, qui en fait, c'est la recette marginale 1. Moins le coût marginal, ça va de soi, moins coût marginal. On va le dériver ici, coût marginal, on le dérive, et on va trouver notre équation. On est en train de dériver par rapport à Q1. Donc, bien sûr, vous éclatez cet élément. C'est A carré plus 2AB plus B carré. Donc, Q1 carré plus 2Q1 Q2 plus Q2 au carré. Vous êtes en train de dériver par rapport à Q1. Et donc, vous allez trouver recette marginale 1 est égale coût marginal. Deuxième élément, on va dériver par rapport, pareil, on va dériver par rapport le profit par rapport à Q2. Nous avons trouvé, je reprends si j'ai ici les éléments, nous allons trouver, donc on a trouvé le profit est égal moins Q1 plus 7 fois Q1 plus Q2 qui est égal à, on a trouvé moins 1 demi Q2 plus 9 que je multiplie par Q2. Et puis, on a enlevé le Q1, le coût total, plus Q2. Ne vous trompez pas sur les énoncés. Jouez avec des couleurs. Donc, on a ici recette totale 1, recette totale 1, recette totale 2. Et on a ici le coût total. Donc, on a avec un moins et ici, on a un plus. Donc, ça ne me pose pas de problème. C'est une question de calcul. Nous avons dérivé le profit par rapport à Q1. Si nous dérivons par rapport à Q1, on va voir que finalement, il n'y a que cet élément que nous allons dériver. Celui-là, il n'y a pas de Q1. C'est recette totale 2, il n'y a pas de Q1. Donc, certainement, c'est recette marginale 1. Et là, on aura moins le coût marginal. Donc, le coût marginal, alors recette marginale 1 moins coût marginal égale à 0.
Si je dérive par rapport le profit par rapport à Q2, pareil, dans notre exemple ici, on n'a pas de, dans recette totale 1, on n'a pas de Q2, donc ne m'intéresse pas. Donc certainement, j'aurai ici recette marginale 2 moins coût marginal égale à 0. Donc voilà, par rapport à Q2, voilà par rapport à Q1. Recette, ce que nous avons établi tout à l'heure est égal coût marginal. Donc pas de problème. On fait la résolution. Attention, chaque fois je veux vous faire cette remarque et j'oublie. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, que ce soit dans la concurrence, le monopole ou le monopole discriminant ou n'importe quel marché, ce n'est pas la peine de calculer directement les quantités. Q1, Q2, P1, P2. Non, puisque vous avez dit, on a dit que l'objectif, c'est un objectif de maximisation. Voilà, vous me l'avez dit ici. Vous m'avez dit que c'est un objectif de maximisation, vous l'avez mis au début. Donc, il faut d'abord démontrer qu'il s'agit effectivement d'un max, et après, vous revenez pour calculer les quantités, les prix et le profit. Et je fais les dérivées premières, la condition nécessaire, elle est là. Je vérifie la condition suffisante et je calcule les quantités. C'est plus facile pour ne pas se tromper et oublier les dérivées secondes qui déterminent les conditions suffisantes. Donc on peut éclater ici, ça nous donne moins Q1 carré, moins Q1 carré, plus 7Q, voilà, plus 7Q1, plus, alors moins 1 demi Q2 carré, plus Q2, ici j'ai oublié un 2, Q2 carré, et ici on peut l'éclater, moins, on a A carré, Q1 carré, ne brûlez pas les étapes, A carré, plus 2AB, 2Q1, Q2, plus Q2 au carré. Maintenant, j'arrête et je dis, nous sommes dans le cadre de l'école néoclassique et l'objectif est un objectif de maximisation. Vérifions la condition de maximisation. Alors la condition de maximisation, soyons vigilants, il y a deux conditions dans le monopole discriminant pour établir la condition suffisante. Deux conditions. D'abord, donc il s'agit d'un max. J'ai dérivé le profit par rapport à Q1. Ça, on l'a. Il est là. Voilà, la dérivée du profit par rapport à Q1, hein, je ne sais pas si on l'a dérivé, donc c'est pas là, voilà. On a dérivé par rapport à Q1. Voilà. Nous l'avons déjà calculé. C'est un calcul, vous faites le calcul, vous avez dérivé, vous avez trouvé le résultat. Donc, il faut dériver une deuxième fois. On dérive une deuxième fois ce que nous avons dérivé ici, mais on va le dériver par rapport. Voilà. On va le dériver une deuxième fois par rapport à Q1. D'accord? Donc, cette dérivée que vous avez trouvée, pas de problème, vous l'avez trouvée, vous l'avez calculée, vous allez simplement la dériver une deuxième fois par rapport à Q1. Elle doit être, bien évidemment, inférieure à 0. Ça, c'est la première condition. Dans le cas d'un monopole discriminant, nous avons deux conditions. Première condition, vous allez dériver par rapport à Q1. Alors, par rapport à Q1, vous l'avez déjà dérivé. Vous allez encore une fois la dériver par rapport à Q1. Et puis, vous avez déjà dérivé le profit par rapport à Q1. Vous avez dérivé le profit par rapport à Q1. Vous avez dérivé le profit par rapport à Q2. Vous avez dérivé le profit par rapport à Q2. Les dérivés, pareil, si les deux pareils,
et puis vous allez les dériver. Vous allez dériver la première par rapport à Q1, deuxième fois. Je la dérive par rapport à Q1, je dérive celle-là par rapport à Q2. Et je fais pareil ici, je dérive par rapport à Q2, je la dérive également par rapport à Q1 et je la dérive par rapport à Q2. La première condition, c'est la dérivée première par rapport à Q1, je la dérive encore une deuxième fois par rapport à Q1. Elle doit être inférieure à 0. N'est pas inférieure à 0, ce n'est pas un max, ce n'est plus la peine de continuer les calculs. Voilà l'intérêt pourquoi il faut faire d'abord la condition suffisante, toujours. Et après, vous faites les calculs. Parce que si vous trouvez que la condition n'est pas vérifiée, de deux choses l'une, ou vous vous êtes trompé dans le calcul, donc de toute façon vous allez avoir tout faux, ou bien elle ne vérifie pas les conditions suffisantes, et donc ce n'est pas un max. Vous reviendrez vers vos calculs, vous revérifiez les calculs et vous allez avoir... Donc cette matrice, elle doit être supérieure à 0. Voilà la caractéristique d'un marché discriminant. Si vous faites ce calcul, dans notre cas, juste pour vous aider, si vous faites ce calcul, vous allez trouver ici... Lorsque vous allez la dériver une deuxième fois, ce n'est pas la peine de le faire. Vous allez la trouver égale à moins 4. Donc, effectivement, elle est inférieure à 0. Et lorsque vous allez faire cette matrice, je vous donne les résultats. Vous allez trouver moins 4, moins 2, moins 2, moins 3. Vous savez faire les calculs. C'est moins 4 fois moins 3, moins 12, moins 2, fois moins 2. Donc, celui-là fois celui-là, moins celui-là fois celui-là. Vous savez le faire. Et on va trouver 8. Donc, elle est effectivement supérieure à 0. J'ai mes conditions suffisantes. Je reviens pour calculer les quantités d'équilibre, les prix d'équilibre. Ça ne pose pas de problème. On a trouvé la première équation. Vous allez trouver... Ce n'est pas la peine de perdre du temps avec le calcul, calcul numérique. Vous allez trouver 4Q1 plus 2Q2 égale à 7. Et vous allez trouver 2Q1. Par rapport à Q1, vous allez trouver ça. La dérivée première par rapport à Q2, c'est les dérivés du profit par rapport à Q1. Les dérivés du profit par rapport à Q2 égale à 0. Donc, vous trouvez cette équation 2Q1 plus 3Q2 égale à 9. Donc, à partir de là, soit vous dégagez Q1 ou Q2 de cette équation, vous remplacez ici, est égal à 9, et donc vous allez juste vous donner les résultats, est égal à 3 huitièmes, et Q2 d'équilibre est égal à 11 quarts. Vous revenez, vous avez les quantités, vous revenez aux équations où il y a le prix. Voilà, Q1, on a trouvé 3 huitièmes. Vous remplacez ici par 3 huitièmes Q1, vous trouvez P1. P2, vous l'avez, moins 1 demi Q2, on a trouvé Q2 11 quarts, vous remplacez ici 11 quarts, et vous allez trouver le prix P1 est égal 53 sur 8, et P2 égale 61 sur 8. Le profit, c'est facile, recette totale, P1, vous l'avez, fois Q1, vous l'avez, moins P2, vous l'avez, fois Q2, vous l'avez, Q1 plus Q2 au carré, elle nous donne le coût, vous avez Q1, vous avez Q2, vous faites la somme au carré et vous trouvez votre profit. Voilà, le prix d'équilibre sur le marché 1, 53. Vous récapitulez, ça je l'ai dit la dernière fois, vous récapitulez à la fin les résultats. Donc au total, très important, au total, le prix d'équilibre sur le marché 1 et P1 égale à 53 huitièmes. La quantité d'équilibre sur le marché 1 et Q1 est égale à 3 huitièmes. Le prix d'équilibre sur le marché 2, P2 est égal à 61 huitièmes. La quantité d'équilibre est égale. Le profit du monopoleur, vous calculez le profit. Et les quantités totales échangées, ça va de soi, c'est Q1 plus Q2. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un autre sur le marché? Soit une entreprise seule sur le marché, dont la fonction de coût total s'aperçoit que les consommateurs peuvent être dissociés en deux sous-marchés dans les équations marché 1, marché 2.
Vous allez la voir, c'est le même principe, voilà. On a changé simplement Q1 par Y1. Vous faites attention, ce qui est très important, vous dégagez P1 en fonction de Q1. Vous travaillez avec, lorsque vous avez, c'est là où il y a un piège, enfin ce n'est pas nous qui le posons, c'est la fonction de demande inverse. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur le monopole discriminant. On a fait le monopole, la concurrence pure et parfaite, le monopole discriminant. On continuera la séance suivante avec d'autres types de marchés. Merci de votre attention et bonne continuation.